Ah voilà, ça y est, donc je vois qu'il y a des 139 personnes qui ont rejoint le live. Donc, bonsoir à tous. Merci d'avoir rejoint ce live. Euh, J'imagine que c'est pas facile de sortir d'un film de 2 heures qui est aussi éprouvant. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui se disent qu'ils ont peut-être envie plutôt de se changer les idées ou pas forcément d'attaquer tout de suite sur un débat. Moi, en tout cas, voilà, je me présente, je m'appelle Émile Duport. Euh, j'ai été touché à l'âge de mes 18 ans sur le sujet de l'avortement, puisque j'ai eu une discussion avec une copine d'études que j'ai fait pleurer sans le faire exprès parce que je faisais état de mes convictions sur l'avortement sans délicatesse et je me suis rendu compte que c'était vraiment un sujet voilà, qui était tabou et en tout cas qui était tapi dans le cœur de beaucoup de femmes qui osaient pas en parler. Et, euh, et donc voilà, donc je suis j'ai beaucoup milité pour que le sujet de l'IVG soit plus un tabou et qu'on puisse en parler et que euh, s'il n'y a pas de culpabilité, bah, tant mieux, mais s'il y a une culpabilité, qu'elle puisse s'exprimer librement. Donc voilà, je suis là pour animer cette heure maximum, on va dire, d'échange. Alors c'est un peu particulier parce qu'il y a moi qui parle, mais vous avez le droit de poser des questions. En fait, ces questions, vous pouvez les poser. Vous avez une petite icône, un petit nuage avec 3 petits traits. C'est ce qu'on appelle un chatbot. Et vous cliquez dessus et ça peut en fait, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour poser vos questions ou réagir à mes propres propos ou sollicitations. Donc, vous avez également aussi en haut de l'écran un bouton qui est intitulé sondage et qui vous permet de répondre à une question que je vous poserai. Donc voilà. Aussi, une chose importante, c'est qu'évidemment, le sujet est assez délicat. C'est un sujet le sujet de l'avortement, c'est un sujet qui est violent par essence. Et donc, du coup, évidemment, vous comprendrez bien qu'on ne prendra pas de questions ou d'interventions qui seraient dans un ton injurieux ou irrespectueux. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir ce soir un échange respectueux, apaisé, et puis de prolonger un peu finalement la réflexion autour du film qu'on vient de voir. Donc voilà, le pari évidemment de ces séances online, c'est de croire qu'on peut avoir un échange qui soit apaisé et constructif autour de ce phénomène de société qu'est l'avortement, en prenant bien sûr en compte eh bien un facteur essentiel dans ce sujet, c'est la souffrance, la solitude et la détresse euh, des femmes qui, en tout cas, ont mal vécu un avortement. Euh, donc voilà, qui est tout sauf un acte banal. Euh, donc voilà, je vois qu'il y a tout le monde qui est arrivé. Euh, donc on va pouvoir vous allez pouvoir commencer à poser vos questions par le chatbot. Donc cette petite icône encore qui est en bas à droite de la séance, de l'écran, et qui vous permet de poser des questions. Euh, il y a aussi, donc je vous le redis encore une fois, euh, en attendant vraiment que tout le monde nous rejoigne, je vous propose d'exprimer un peu le mot qui traduirait votre sentiment par rapport à ce film-là, en cliquant simplement sur l'émotion de votre choix qui apparaît dans le sondage à l'écran. Donc en haut de l'écran, vous avez un sondage. Et donc voilà, vous pouvez dire si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous êtes inquiet, éventuellement donner un retour en direct sur le sondage, comment vous vous sentez.
Voilà, vous pouvez commencer à poser vos questions. Donc, encore une fois, en cliquant en bas à droite sur la petite icône. Euh, alors, donc voilà, j'ai une première question. Le film n'est pas un peu caricatural. Euh, alors, les scènes d'avortement sont-elles réalistes? Alors, je vais peut-être répondre à la première question sur le côté caricatural du film. Alors, c'est vrai que c'est un film où finalement il se passe beaucoup de choses. Euh, on a quand même, donc dans la vie d'Abby Johnson, elle a passé 8 ans dans un planning familial. Et donc, c'est vrai que 8 ans, c'est énorme. Et il peut se passer pas mal de choses. Alors, c'est vrai que euh, en tout cas, le film, il repose sur un récit autobiographique. Donc d'Abby Johnson, qui a écrit un bouquin, qui a fait pas mal de témoignages et qui a suivi de bout en bout le projet du film et qui confirme assez étonnamment qu'il est fidèle à ce qu'elle a vécu. On a du mal à réaliser à quel point on peut vivre autant de scénarios un peu catastrophes. Enfin, je pense notamment à l'épisode, moi, qui m'a particulièrement marqué, de Christina, qui fait une hémorragie interne. Euh, je pense aussi au fait qu'à un moment donné, Cheryl, donc la directrice du planning familial, qui a un look un peu sévère, l'emmène voir des embryons, des fœtus, et on la voit jouer avec un bras, avec une main. Et c'est vrai que c'est une scène qui est quand même assez marquante. Et donc du coup, c'est vrai qu'on peut se dire, mais comment c'est possible que dans une vie, dans 8 ans passés au planning familial, eh bien on peut vivre autant de choses. Et donc a priori c'est vrai, quoi, puisqu'en fait c'est basé vraiment sur un récit d'Abby Johnson. Euh, En fait, le réalisateur, on voit qu'il a quand même fait attention à mettre à pas être trop manichéen en montrant les bons et les méchants. Du côté des pro-life ou des pro-vie, des opposants, on voit bien il y a des gens qui sont sans délicatesse vis-à-vis des femmes et qui manquent d'amour envers elles en disant qu'elles vont aller cramer en enfer. Il y a évidemment ce personnage évidemment, donc j'ai oublié le nom, mais qui est un peu une personne qui noue une intimité avec Abby et qui elle est pleine de sollicitude. Donc voilà, il montre un petit peu le contraste qu'il y a, et puis il montre aussi côté dans le planning familial qu'il y a des braves filles qui sont vraiment portées par le désir de rendre service versus j'allais dire le personnage de Cheryl, qui est quand même qui incarne une directrice ambitieuse d'un planning familial et qui, elle, gère un planning familial qui est, alors, en l'occurrence, normalement plutôt une organisation non lucrative, comme un business, puisqu'elle entend pratiquer des avortements au-delà des 24 semaines et puis doubler le nombre d'avortements. Donc, elle impose quasiment des quotas aux cliniques qu'elle dirige. Et donc, du coup, ça, c'est une réalité du planning familial hein, alors c'est moins vrai en France, mais aux États-Unis, qui se comporte un peu comme une entreprise, quoi. Alors, deuxième question, les scènes d'avortement sont-elles réalistes? Oui, elles sont réalistes. Alors évidemment, elles n'ont pas été dans le film réalisées. C'est évidemment pas des avortements qui ont été réalisés et qui ont été filmés. Euh, Comme c'est le cas par exemple dans un film comme Le Cri silencieux, là c'est vraiment une fiction. Euh, mais en revanche, voilà, les scènes sont parfaitement réalistes. Le souci de précision des réalisateurs, il a été constant lors de ce film, puisqu'ils sont allés jusqu'à euh, prendre pour le casting de la fameuse scène finalement qui fait verser Abby, qui lui fait réaliser en gros ce qu'est un avortement lorsqu'elle est amenée après 8 ans de bons et loyaux services au planning familial à assister un chirurgien lors de cet avortement qui va d'un seul coup provoquer un effondrement en elle. Eh bien, ce chirurgien, il a pratiqué des avortements. C'est un ancien, voilà, il a pratiqué plus de 1000 avortements et au-delà du deuxième trimestre de grossesse, et il joue dans la scène. Donc voilà pour la petite histoire. Quand il est arrivé sur les plateaux du tournage,
après avoir mis son masque, eh bien, la première chose qu'il a fait, c'est ranger ses instruments. Il était vraiment, enfin, il était revenu dans son rôle. Et puis la femme qui joue l'infirmière dans cette scène, elle a été aussi pendant des années une infirmière spécialisée dans les avortements. Donc, s'il y a une chose qui est véritable dans ce film, c'est non seulement la scène d'avortement qu'on voit en intro, mais c'est effectivement eh bien, ce qui peut se passer lorsqu'une une femme pratique une IVG médicamenteuse, ce qu'on appelle, c'est-à-dire chimique, et qu'on voit Abby perdre des caillots de sang pendant 8 jours. Alors, ça n'arrive pas toujours, mais ça arrive souvent qu'effectivement, même une IVG médicamenteuse qui est présentée finalement comme un avortement plus soft qu'un avortement chirurgical, en fait, engendre des grosses souffrances, quoi. Donc oui, les scènes d'avortement sont vraiment réalistes. Après, donc il y a une troisième question, c'est fallait-il montrer aussi crûment la violence d'un avortement? Alors ça, évidemment, c'est toujours un débat éternel, parce qu'en fait, on peut se dire que on rajoute de la peine à la peine, ou qu'en gros, on rajoute de la violence à la violence. On va dire que quand même, il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes surtout qui ne réalisent pas véritablement ce qu'est un avortement, parce que ils n'ont pas été confrontés directement à l'avortement, où on a fait tout pour éviter finalement que il y ait une prise de conscience de cette violence de l'avortement par aspiration. Il faut savoir qu'une femme, lorsqu'elle a un projet parental, voilà, l'échographie se passe très bien, on lui fait écouter le cœur du bébé, parce qu'on considère que voilà, ça rejoint les désirs de son cœur et son projet de vie. En revanche, quand on est sur une femme qui désire avorter, il y a quand même une échographie qui se fait et on coupe sciemment le son. Voilà. Et puis l'acte est fait même en anesthésie locale. Évidemment, on ne montre rien à la maman. Et donc du coup, eh bien voilà, c'est sûr que c'est un. Il y a parfois en fait les gens ne réalisent pas en fait finalement ce qu'est un avortement, parce qu'en fait même pour les hommes qui poussent leurs femmes à avorter ou qui les accompagnent dans un avortement, ils sont pas là au moment où ça se fait, et ils ne réalisent pas ce que c'est. Et c'est vrai que ça peut créer ce qu'on appelle un électrochoc, quoi, émotionnel. Est-ce qu'il est souhaitable ou est-ce qu'il n'est pas souhaitable? Je pense qu'en fait, il y a des gens à qui ça va réveiller, et puis il y a des gens à qui ça va faire de la peine. Alors, l'idée, c'est souvent la question qui revient, c'est est-ce qu'il faut culpabiliser les femmes? Je pense qu'en fait, c'est pas la question de les culpabiliser, mais je pense que cette culpabilité, si elle existe, elle doit pouvoir s'exprimer. Et que malheureusement, en France, à partir du moment où on dit que l'avortement est un acte chirurgical bénin et sans conséquence, parce que c'est quand même le discours que tient le planning familial ouvertement, eh bien, une femme qui est en proie à une forme de culpabilité suite à un avortement aura du mal à l'exprimer, parce qu'elle se dira c'est moi qui ai un problème, puisqu'a priori c'est un acte bénin, et donc du coup elle est enfermée dans une double culpabilité, puisqu'elle est enfermée dans une culpabilité de culpabiliser. Et c'est des cercles qui peuvent être sans fin et qui peuvent pousser les femmes à rester dans une phase de déni ou de colère pendant de très longues années, et en fait lors d'une seconde naissance, ou lors même d'un événement anodin, une soirée, d'un seul coup s'écrouler euh, sans savoir ce que c'est. Et évidemment, moi qui me suis intéressé au sujet, il y a beaucoup évidemment de psychiatres qui sentent que quand il y a une difficulté à aimer un enfant, quand il y a des difficultés d'addiction, quand il y a des troubles du sommeil, etc., et que des psychiatres ou des psychologues sont consultés, ils savent souvent, quand il s'agit d'une femme, que s'ils abordent la question de l'avortement aura un poids dans ce qu'on nomme de manière globale les syndromes post-abortifs. Il faut savoir que ces syndromes-là, ils prennent des formes totalement différentes. Il n'y a pas de règles. Il y a des femmes qui avortent et qui s'en sortent très bien, et qui n'y pensent plus, et qui sont même capables de porter sur leur avortement un regard toujours apaisé, en disant c'était vraiment la meilleure chose à faire.
Ça existe, faut pas tomber dans dans l'idéologie non plus dans l'autre sens. En revanche, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent et qui n'ont pas le droit d'exprimer cette souffrance. Et le planning familial, euh, on voit finalement que Abby et puis ses collègues, elles sont pendant que l'ouragan a lieu, on voit qu'elles se démènent pour essayer d'aménager leur planning. Elles sont prêtes à faire des nuits blanches. Quand Christina fait son hémorragie interne, et ben Abby, elle a quand même le sentiment d'avoir rendu sa fille à son père, et grâce à leur savoir-faire médical. Donc elles ont vraiment ce sentiment d'aider les femmes. En tout cas, elles s'accrochent à ça. En revanche, c'est vrai que quand une femme revient au planning familial ou dans l'hôpital où elle s'est fait avorter pour dire que, en gros, elle regrette, et bien évidemment, souvent on l'envoie chier, quoi, parce qu'en fait, finalement, c'est dans leur logiciel, c'est quand même difficile de regretter un avortement, dans la mesure où c'est un exercice de sa liberté, que la décision a été prise, a été mûrement réfléchie, et donc du coup, elle n'accepte, enfin, il y a peu de planning familial qui acceptent de discuter avec des femmes qui souffrent d'avoir avorté, parce que ça vient les contredire quand même dans ce qu'elles font, quoi. Voilà. Je vois peu d'autres questions apparaître. N'hésitez surtout pas. Je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est en bas à droite de l'écran. Il y a un petit pop-up, un petit signe, un nuage avec trois petits euh, traits. Et en fait, vous pouvez poser des questions. Alors, je sais que c'est peut-être un peu difficile après un film qui est quand même très éprouvant émotionnellement. Euh, et bon, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi, ça peut m'aider à. Alors, on m'a en fait suivre aussi les résultats du sondage. Je vais regarder ça. Ah oui, donc vous êtes 34% à avoir été ému, 25% bousculé, 19% plein d'empathie et 17% éclairé. Vous êtes que 4,3% à avoir été mal à l'aise. Enfin, en même temps, mal à l'aise, c'est lié à l'émotion quand même, donc je pense que voilà, c'est peut-être le terme. Euh, donc oui, oui, effectivement, je pense pas que ce soit un film qui soit vraiment intellectuel, c'est-à-dire c'est pas une réflexion scientifique sur l'avortement. C'est pas un traité militant, même si on peut pas douter du présupposé du réalisateur, évidemment. Euh, c'est clairement pas un militant pour l'avortement qui a réalisé ce film-là, mais on va dire il a mis surtout beaucoup de pathos, c'est-à-dire beaucoup de vivant, puisqu'il s'est vraiment appuyé sur la vie d'Abby pour réaliser ce film. Moi, j'avoue qu'à titre personnel, j'avais quand même du mal à comprendre comment une femme qui vit dans un milieu chrétien, dont le métier est désapprouvé à la fois par ses parents et son conjoint, pouvait continuer aussi longtemps à pratiquer les avortements. On voit même une scène où en fait elle se fout de la gueule de gars qui font des séances de prière alors qu'elle-même est chrétienne. Donc ça, bon voilà, c'est peut-être quelque chose que moi, en tout cas, qui m'a un peu surpris. J'ai du mal à voir la cohérence sur le personnage principal, à la fois de sa foi et puis de sa persistance à vouloir pratiquer les avortements alors que finalement tout son entourage le désapprouve, et puis qu'elle a une grossesse et qu'elle expérimente la joie de la maternité, et que en gros ça ne la remet pas en question, et finalement c'est un énième avortement mais auquel elle assiste, qui d'un seul coup la tourmente, et en fait on est peut-être là dans la logique du mystère, quoi. C'est que finalement euh, Dieu a voulu que l'embryon soit caché, quoi. D'ailleurs, c'est assez moche, un embryon. Peut-être que c'était pas fait véritablement pour être vu, et que en fait, il y a il est très difficile en fait, quand on est opposé à l'avortement, de parler de l'embryon comme un être humain, parce que il faut 40 semaines pour être mère. Et c'est vrai que dans les premières semaines, il y a beaucoup de nausées, il y a beaucoup d'inconfort, et on ne connaît pas la nature du dialogue qu'une maman peut nouer avec son enfant, surtout dans les 12 premières semaines, si on parle de la France. Enfin, c'est étendu à 14 semaines maintenant, mais on ne se sent pas mère en 14 semaines. Et donc, du coup, c'est vrai que l'idée de parler de l'embryon en disant, mais enfin, c'est un enfant, ça n'est pas forcément une réalité pour la maman qui va se faire avorter, parce qu'en fait, elle ne sent pas ça, et c'est pas forcément un argument, en tout cas, qui marche, mais c'est plus aider les mamans à éprouver le désir de leur cœur, et à justement faire ce chemin
d'une maternité potentielle en elle. Alors si ce chemin-là, il n'a pas du tout été inauguré, parce qu'en fait, évidemment, la plupart des avortements, je ne sais pas si vous le savez, mais ils sont faits avant 24 ans. Plus de 44% exactement sont faits avant 24 ans. Et on a sur les quelques 56% restants, presque une moitié de récidive, donc de deuxième avortement. Donc du coup, en fait, c'est un problème qui concerne véritablement les jeunes filles, et les jeunes filles surtout qui sortent après bac, puisqu'en fait, il y a plus de 10% des avortements qui sont faits juste entre l'année des 18 et des 19 ans, à la sortie du bac et donc de la première expérience sexuelle. Et donc du coup, évidemment, ces jeunes filles qui se retrouvent enceintes et à qui on a finalement dit dès l'âge de 16 ans, tu es mûr pour avoir des rapports sexuels, mais paradoxalement, tu n'es pas mûr pour être maman, bah, ça crée une espèce de contradiction absolument dingue. Et en fait, le chemin de la maternité n'a pas pu se faire dans leur cœur. Et donc du coup, même pour une femme qui déjà veut être mère, euh, et bien finalement, elle devient la demeure d'un autre et elle est face à un mystère d'une vie qui croit en elle. Et en fait, elle advient finalement à ce mystère au fur et à mesure, elle l'apprivoise, mais il lui faut bien 40 semaines pour ça. Alors demander à une femme qui n'a pas de projet parental, qui ne se projette pas dans une vie avec le gars en question, qui a eu peut-être déjà des épisodes de divorce ou de drame amoureux dans sa vie et que finalement elle a vraiment envie d'être prudente, bah, c'est sûr que c'est aujourd'hui lui donner la possibilité technique d'avorter, c'est presque insurmontable pour elle de choisir une autre solution. Et donc du coup évidemment, moi j'ai milité longtemps dans un mouvement qui s'appelle Les Survivants, qui justement rappelait que l'avortement c'est vraiment un sujet collectif et que en fait de l'acceptation de la maternité de la mère dépend surtout le comportement du copain, le comportement des amis, de la famille, et que en fait un choix libre, c'est véritablement la garantie qu'un enfant, quand il n'est pas prévu, va pas venir pourrir votre vie. Et c'est évidemment pas le discours qui est tenu par le copain, l'employeur, la famille, qui finalement en plus n'a pas d'accroche émotionnelle avec cet enfant et bah, finalement ont toutes les raisons du monde de vouloir que la jeune fille, leur petite fille, leur nièce, leur copine avortent, parce que finalement ça vient bien faciliter beaucoup de choses. Et donc du coup il y a une complicité vraiment collégiale dans l'avortement qui est presque plus une défaite de société qu'une défaite de la maternité. C'est fondamentalement euh, un, le signe que face à une question que pose silencieusement un embryon, à savoir est-ce que vous vous aimez assez pour accepter eh bien ma venue imprévue, eh bien cette question-là trouve une réponse négative parce que tout doit être prévu, tout doit être planifié et un bonheur ne peut pas être le fruit du hasard ou d'un abandon. Et en fait, on n'est pas préparé à ça, quoi. Et puis, je rajouterais qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, les jeunes se marient plus. Il n'y a pas forcément d'éducation à l'amour, et donc du coup, en fait, ils cohabitent ensemble. Ils ont évidemment une vie sexuelle qui est pas forcément parfois avec un seul partenaire, elle peut être récréative entre guillemets. Et donc du coup, en fait, la seule réalité qui met finalement les gens face à l'irrémédiable, face à l'immuable, bah, c'est l'enfant en fait, parce que il y a plus cet engagement devant la société civile, par exemple, de s'aimer, qui est porté par le mariage, en tout cas de moins en moins, et on se marie souvent après avoir eu plusieurs enfants et en se disant bon bah voilà maintenant on construit sa vie, alors que le fait de pas s'être marié et de vivre finalement avec un jeune homme ou une jeune fille que l'on aime, hein, mais finalement il n'y a eu aucun geste d'émancipation, aucun geste de solanisation d'un amour envers la société, en tout cas quelque chose qui serait figé. Et bien quand l'enfant vient, et bien finalement il rappelle au couple en quelque part, peut-être pas son immaturité, mais en tout cas le fait qu'il ait éludé les questions essentielles en disant est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on veut s'aimer pour la vie, et finalement cet enfant pose cette question-là et en fait il vient cristalliser tout ça. Et évidemment, bah, c'est une épreuve énorme et je connais évidemment beaucoup d'hommes qui se sont retrouvés allongés, les bras en croix, en disant mais qu'est-ce qui m'arrive, mais comment je peux faire face à ça, et finalement de pousser leur femme à avorter parce qu'ils sont pas capables d'assumer ça, quoi. Alors j'ai d'autres questions. Alors c'est toujours sage, hein. Je regarde s'il y a quand même
Alors peut-être que c'est des questions de vous, je sais pas. Alors donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour la vie de ces bébés? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de choses parce qu'en fait, l'avortement, enfin, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est un phénomène de société qui nous concerne tous, en fait. Alors, plus directement, quand on est vraiment sensibilisé sur cette question-là, il y a des services d'écoute qui cherchent régulièrement des femmes et des bénévoles pour assister les femmes qui se posent des questions. Et donc, euh, vous pouvez vraiment rejoindre ces plateformes d'écoute. Ensuite, je pense il y a quand même que l'avortement, c'est le signe d'une forme de désespérance en l'avenir, en tout cas d'une fragilité psychologique et spirituelle pour affronter les imprévus de la vie. Et donc, du coup, je pense, moi, en tant que chrétien, que la prière peut évidemment aussi agir de manière plus mystérieuse. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour ceux qui ont la fibre éducative, ils peuvent déjà, tous les parents, arrêter d'avoir peur de parler de sexe à vos enfants, quoi. Clairement, en fait, ne pas en parler, c'est laisser l'imprévu se produire. Donc là, je reviendrai pas sur est-ce qu'il faut parler de contraception ou pas, mais en tout cas, il faut apprendre aux jeunes à aimer avant de faire l'amour, quoi. Vous savez quand même que, en fait, sur des sondages qu'on a fait dans des établissements scolaires et qu'on demande quelles sont les conséquences de l'amour, de faire l'amour, il y en a même pas la moitié qui répondent le bébé. C'est-à-dire que les jeunes ne font plus le lien entre euh, l'acte sexuel et la procréation. Ça nous paraît complètement dingue, mais c'est un fait sociologique avéré. Euh, les hommes vont beaucoup plus parler de dangers associés à l'acte de faire l'amour, par exemple le fait d'être infecté par une MST avant même le bébé, quoi. Donc du coup, il y a un énorme travail sur l'éducation. C'est sûr. Après, il y a un travail aussi, alors qui est beaucoup plus dur, c'est la politique. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une véritable influence, mais encore une fois, des gens habiles en politique pourraient suggérer des dispositifs de loi qui ne viendraient pas, par exemple, remettre en cause le droit à l'avortement, mais qui viendraient, par exemple, suggérer qu'un père puisse être au courant, par exemple, quand sa compagne avorte, qu'il ait au moins une signature à signer. Évidemment, la possibilité d'ouvrir des hospices, des espèces de maisons d'accueil où finalement tous les enfants qui sont non désirés ou qui ne peuvent pas être assumés pourraient être soit adoptés, soit que l'institution publique puisse prendre d'eux, comme on a pu prendre soin des pupilles de la nation. C'est vrai qu'en fait, on peut se sentir démuni par rapport à cette situation-là en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a aussi un fait, c'est d'en parler parce que avec beaucoup de délicatesse, mais en fait, ce qui réveille aussi des vocations et, et ce feu, moi, que j'ai en tout cas, cette conviction très très forte qu'en fait, c'est vraiment le mal du siècle et qu'en fait, ça déçoit les femmes en profondeur dans leur féminité et dans leur maternité. Et il n'y a aucune parole de guérison qui leur est donnée. Et ça se traduit, à mon sens, par un féminisme guerrier, et même ça va jusqu'à une guerre des sexes, puisque les femmes font payer aux hommes leur démission par rapport à parce qu'ils n'ont pas su reconnaître leur particularité de femme, ils n'ont pas su honorer ce moment où elles avaient été fragiles et où elles avaient besoin d'une parole où elles étaient confortées dans leur désir balbutiant d'être mère ou leur acceptation balbutiante d'être mère. Donc, je pense qu'une parole libérée et bienveillante sur le sujet de l'IVG est peut-être la meilleure chose à faire pour aider des femmes à sortir du silence. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Que font-ils des bébés en morceaux et comment faire prendre conscience? Alors ça, donc ça va dans une incinération, moi j'ai été confronté à ça puisque ma femme a fait une fausse couche et c'est vrai que moi je pense que c'était un bébé quoi, que c'était un être vivant et en fait comme c'était avant les 14 semaines, j'ai pas pu récupérer le corps de mon bébé et on m'a dit il est parti dans une fosse commune. Donc alors il n'y a pas de business en France avec les restes des fœtus. Il y en a eu aux États-Unis puisqu'en fait des militants pro-life ont piégé le planning familial qui en se faisant passer pour un laboratoire et ils ont piégé le planning familial qui vendait les restes des fœtus pour des expérimentations. Ça ne se fait pas en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de business
de l'avortement, comme d'ailleurs c'est un peu présenté dans le film où Cheryl dit voilà, nous, nos frites et le coca, c'est l'avortement. C'est pas du tout le cas en France. L'avortement coûte cher. Il n'y a que 3% des gynécos qui veulent pratiquer l'avortement, donc c'est un peu une tannée pour l'État français, le planning familial, pour continuer finalement de renouveler le staff des gens qui vont pratiquer les avortements. Et c'est pas du tout un business, donc voilà. En tout cas, ces bébés en morceaux entre guillemets, et ben voilà, ils sont dans une sorte de, enfin ils sont incinérés, et donc ben voilà, on les retrouvera là-haut quoi. Les hommes, grands absents, démissionnaires, malheureux, dû à la dictature féministe, bah non. En tout cas, moi, c'est pas mon sentiment. Je pense au contraire que la dictature féministe, entre guillemets, est provoquée par la démission des hommes. Et que je pense que c'est une résurgence sociologique. Moi, j'ai été confronté à beaucoup de militantes qui n'étaient même pas en fait féministes, mais qui étaient essentiellement pro-choice, c'est-à-dire qu'elles étaient farouchement opposées à mes convictions par rapport à l'avortement. Dans ces milieux-là, il y a beaucoup de lesbiennes, il y a beaucoup de militants transgenres, il y a beaucoup de féminisme, de féministes qui ne sont pas, qui ne militent pas pour en fait finalement une égalité homme-femme, mais presque pour une suprématie des femmes sur les hommes. Mais tout ça tient de l'hystérie, et l'hystérie, ça vient de utérus. Et c'est très lié. L'homme ne peut pas être hystérique, ou très peu. Une femme peut être hystérique, et c'est en fait sa chair qui parle. C'est Rachel qui pleure ses enfants et qui ne veut pas être consolée. C'est une douleur qui est parfaitement féminine. C'est une manifestation parfaitement féminine. Et moi, j'ai vu cette hystérie, mais vraiment dans des proportions hallucinantes, se manifester face à moi quand je prenais la parole. Donc du coup, non, ne reprochons pas aux féministes. Enfin, les féministes, il faut leur faire des câlins, et il faut les plaindre. Les féministes guerrières, je parle, hein, parce qu'en fait, c'est les femmes qui sont, vous savez, les étapes du deuil. Je sais pas si vous le connaissez, mais les premières étapes, c'est le déni et la colère, avant de tomber dans la tristesse. Et eh bien, c'est les femmes qui, à mon sens, sont dans cette situation-là. Quelle action pouvons-nous mener pour la vie en France? En fait, toute action de bienveillance et de charité est une action pour la vie. Hein. Moi, je pense pas qu'il y a véritablement le devoir d'agir vraiment sur ce sujet-là. En fait, tout est lié, quoi. Et je suis persuadé que une vie qui a su persuader son entourage que le meilleur est à venir, que le bonheur ne résulte pas d'un plan, mais d'un abandon, que la souffrance élargit le cœur. Enfin voilà, toute personne qui par sa vie témoigne à la fois que le bonheur est possible, et puis évidemment pour aller plus loin de son espérance en Dieu, eh bien est un signe de contradiction pour la culture de mort. Et je pense que l'éducation, les métiers de soins, toute forme de métier en fait qui vous permet de porter assistance à autrui fait reculer l'avortement, parce qu'en fait après je pense que je le disais déjà, mais c'est en parler ouvertement et avec bienveillance, pour peut-être qu'un jour une femme, une collègue, une personne de votre entourage vienne vous voir en disant je pense à avorter, qu'est-ce que t'en penses. Enfin, je veux dire, moi j'ai eu plein de situations où en fait on m'a présenté des femmes. Donc quand les gens sauront que entre guillemets vous avez une espérance par rapport à la maternité, surtout quand elle n'est pas prévue, et en fait ils viendront vers vous. Voilà, donc je pense que ça c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a évidemment agir sur les réseaux sociaux, agir sur les forums, participer à la marche pour la vie. Voilà, il y a plein de choses qui puissent être faites, et puis surtout prier pour les chrétiens, prier l'Esprit Saint pour qu'ils vous inspirent, et ils vous trouveront, et faire quelque chose qui est en accord avec vos talents et vos aptitudes, surtout pas par devoir. Voilà.
quelle similitude, différence avec la situation française? Alors en fait, il y a pas mal de différences quand même parce qu'en fait, alors déjà le planning familial est incorporé aux hôpitaux la plupart du temps en France. C'est pas une espèce de vieille salle des fêtes dégueulasse, sécurisée avec un portail électrique au milieu d'une zone industrielle comme on peut le voir dans le film, quoi. Un planning familial, en fait, les filles, elles ont l'impression d'être à l'hôpital. C'est d'ailleurs assez pernicieux parce que euh, c'est horrible d'ailleurs parce qu'en fait, parfois c'est le même lieu où les femmes viennent accoucher ou viennent pour des échographies et un lieu où elles viennent pour se faire avorter. Donc du coup, pour les femmes qui viennent se faire avorter, c'est parfois très très dur. Voilà, ça déjà c'est la première grosse différence. Deuxièmement, en fait, ils disent que c'est une association à but non lucratif, mais en fait, effectivement, la dimension de business et la dimension de, de la compromission du planning familial avec les labos, elle est évidente aux États-Unis, elle n'est pas du tout avérée en France. En tout cas, moi, j'ai jamais eu d'éléments de preuve sous les yeux. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme et puis bon, voilà, il y a un clivage aux États-Unis très très fort, pro-avortement, anti-avortement, qui est d'ailleurs associé souvent à t'es républicain, t'es pro-vie, et t'es démocrate, t'es pro-choice. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un sujet malheureusement qui a été très instrumentalisé en politique. Trump, par exemple, est un pro-life avéré. Est-ce qu'il est par opportunisme politique ou en réalité ça, il m'appartient pas de juger. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de gens qui en ont fait un business. Et moi, je suis allé à la March for Life à Washington, etc. J'ai eu des gens qui se foutaient un petit peu de l'avortement, mais qui en fait enfin, voilà, se donner une contenance politique en prenant ce sujet-là qui est vraiment très clivant et le clivage est très assumé. La deuxième chose aux États-Unis qui change, c'est qu'en fait, ils sont pas très très fins, quoi. Voilà, c'est vraiment les pro-life sont vraiment très pro-life. Il n'y a pas beaucoup de petites blondinettes adorables. En tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de gens qui brandissent des pancartes avec des embryons sanglants et c'est vraiment le gros clivage, quoi. Je dis pas que tout est comme ça, mais enfin voilà, c'est un sujet vraiment de crispation politique aux États-Unis. Les actions des survivants, bon bah les survivants, moi j'ai été pendant 1 an et demi engagé aux survivants. Les actions des survivants, il y a plus rien en fait. J'attends que des petits jeunes pousses viennent me voir en disant bah nous on veut reprendre le combat et on veut trouver des nouvelles méthodes et puis vraiment s'impliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut pas grand-chose pour ranimer le débat sur l'IVG et qu'en fait vraiment les braises sont sous la cendre et que en fait je vous promets n'importe quelle action un peu publique sur ce sujet-là, ça déclenche mais enfin voilà, un tonnerre dans les médias, etc. On a quand même fait 72 millions de vues dans les médias avec les survivants en 1 an et demi, en faisant des actions très très simples. Alors, est-ce que c'est une bonne action? Est-ce qu'on a pu solutionner les choses? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Je vais pas trop m'étendre sur les survivants parce que je pense qu'il y en a qui connaissent pas. Quel est le lien entre le planning familial français et le planning familial américain? Ça, je sais pas du tout. Je sais en fait, c'est une organisation internationale, le planning familial, donc il y a forcément des congrès internationaux qui se passent. Je pense qu'il y a aussi des circuits de financement. Bon, évidemment, George Soros est un ardent pourvoyeur du planning familial, la fondation de Bill Gates aussi. Il y a aussi une complicité du planning familial avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est une organisation qui est très 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 puissante. Simplement, au même titre que les pro-life américains parlent pas trop avec les pro-life français, je suis pas sûr que vraiment il y ait une complicité et qu'il y ait vraiment des liens. Mais je suis pas la personne la mieux qualifiée pour vous répondre. Je trouve honteux que Sage ne sorte pas ce film au e-cinéma. Non, je pense au cinéma. Bah écoutez, quand vous aurez construit un réseau de distributeurs, que vous avez amadoué pendant des années pour qu'ils vous passent vos films et que vous avez le risque en portant ce film en salle, finalement de casser cette relation et de permettre du coup de ne plus pouvoir diffuser des films par ailleurs. Je pense que c'est une décision sage, c'est le cas de le dire, de Sage Distribution que je représente pas. Hein. Je suis un intervenant bénévole. Je pense que c'est une bonne chose qui n'ait pas en tout cas pris ce risque-là pour leur business, qui est un business vertueux. En revanche, effectivement, que aucun financier ne se saisisse effectivement de l'opportunité de diffuser ce film à travers des projections privées ou même un réseau de salles. Bon bah ça, oui c'est honteux, mais lancez-vous dans le cinéma si vous trouvez ça honteux, parce que moi j'ai du mal à critiquer les gens
qui n'y peuvent rien, quoi. Pensez-vous que le monde de l'avortement en Europe est aussi mené par de puissants lobbies et un business lucratif? Donc, ouais, j'ai déjà répondu, je ne pense pas. Je pense que l'avortement en France est inscrit véritablement maintenant comme un droit, en tout cas par les militants, et est perçu comme un mal nécessaire par les Français, mais comme un droit quand même, quoi. C'est-à-dire quelque chose sur lequel ils ne veulent pas revenir. En tout cas, c'est sûr que ça s'inscrit beaucoup plus dans une lutte idéologique, dans une filiation fausse d'ailleurs à Simone Veil, qui n'était pas en tout cas sur le papier une ardente défense, qui n'était pas une militante pro-avortement, mais qui voulait préserver la santé des femmes. En tout cas, c'est ce qu'elle disait, et elle voulait que l'avortement reste effectivement une exception en cas de détresse. Bon, après, elle est qualifiée une détresse, une grossesse, même quand elle est désirée, peut devenir une détresse au momentanée. Donc c'est vrai que, évidemment, elle savait que le terme était ambivalent et qu'elle ouvrait une boîte de Pandore, mais en tout cas, sur le papier, elle voulait vraiment préserver la santé des femmes. Mais je veux dire, après, il y a une succession de femmes et d'hommes politiques, Elisabeth Guigou, et tout un tas de politiques qui évidemment se sont battus pour étendre l'avortement et notamment lever une à une les freins légaux à l'avortement. Et donc c'est un combat d'une famille politique et enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui conçoivent l'avortement comme un ingrédient de la libération de la femme. Moi, évidemment, je pense que c'est très subjectif parce que je suis pas sûr que l'avortement puisse libérer une femme en réalité. Elle la libère, il y a un sentiment de soulagement au départ, évidemment, quand l'enfant n'est pas désiré, mais en fait, par la suite, c'est pas du tout une libération, en tout cas pour beaucoup de femmes. Donc voilà. Après, pensez-vous que faire pour cesser ces mensonges auprès des jeunes? Promo en fac du planning. Alors oui, alors il y a des promos, il y a la promo du planning en fac, mais le planning, ils ont plus grand monde. Il y a vraiment beaucoup de vieilles biques. Et j'ai été face à Madame Soula, par exemple, qui est une avorteuse notoire, mais à des gens du planning, etc. C'est des gens souvent très vieux, très aigris, très désabusés, de pas avoir transmis l'enthousiasme absolument fou de faire des IVG à la jeunesse. Voilà, donc en fait, s'il y a bien un motif d'espérance, c'est qu'en fait, ça assèche le cœur, voilà, de promouvoir l'avortement pendant 40 ans. À bout d'un moment, voir des meufs qui pleurent dans votre bureau et leur dire que ça va bien se passer et savoir que c'est pas vrai, en tout cas dans au moins 50% des cas, c'est évidemment. Donc, je ne donne pas long feu. Le planning ne vit que par des subventions, par une volonté politique, mais en soi, il est porté par très peu de personnes. Et maintenant, de dire qu'il y a un débat sur l'avortement en fac ou même dans le milieu, je sais pas, mais en tout cas, les réseaux sociaux, quand même, font beaucoup de choses. Enfin, alors évidemment, c'est très violent, mais je vous lire ce témoignage-là, moi, qui m'avait frappé, c'était une Instagrammeuse qui parlait pas du tout de maternité, mais qui a fait une fausse couche et elle a mis un visuel représentant un faucif, un fœtus, en disant, écoute, je sais que pour certains, tu es un tas de cellules, mais pour toi, pour moi, tu resteras toujours mon petit bébé. Et mais c'était vraiment subjectif, personnel, ça avait pas du tout volonté à blesser. Et cette femme-là s'est pris vraiment énormément d'injures, de commentaires vraiment très vifs, notamment de sa propre communauté qui la suivait, en disant mais comment tu peux dire ça, etc. Et on se rend compte que même un témoignage subjectif qui ne juge pas les autres, en fait, eh bien, provoque une violence incroyable, quoi. Et donc, du coup, ça se débloque sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour les plus jeunes là qui sont en train de m'écouter, c'est une action qui peut être faite. Ça, alors évidemment, il faut parler d'autre chose que de l'avortement, mais nouer une relation avec les gens via les réseaux sociaux et puis à un moment donné, aborder ce sujet-là, surtout quand vous êtes concerné, c'est la meilleure manière de rouvrir la discussion, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement une parole inexistante sur l'avortement parce qu'en fait, ils s'emploient à maintenir ce silence-là, mais dès qu'il y a une parole, elle nous est favorable, en fait, au final. Peut-on dire qu'un avortement est un meurtre? En tout cas, c'est un féticide. On peut dire que le fœtus est un être humain, biologiquement parlant, puisqu'en fait, même si des gens s'évertuent à dire le contraire, aucun scientifique, médecin, biologiste peut dire qu'un fœtus ou même un zygote, c'est-à-dire la première cellule composée
des gamètes féminins et masculins qui se rencontrent, donc du spermatozoïde et de l'ovule, aucun scientifique ne peut dire que c'est pas un être humain. Maintenant, en fait, aujourd'hui en France, ce qui se passe, c'est qu'on dit c'est un être humain, tout le monde est d'accord, mais c'est pas une personne humaine. Et les attributs de la personne, juridiquement, sont liés au désir qu'on a de lui. Donc c'est ahurissant, mais le droit français est construit sur le désir. C'est-à-dire, on n'est une personne que si on est désiré. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le projet parental. Ce qui fait qu'une femme qui a un accident et qui perd son bébé, si elle avait exprimé le désir ou avéré, un désir avéré de garder l'enfant, c'est un homicide. Et si elle n'avait pas exprimé le désir, eh bien, c'est un avortement provoqué. Voilà. Donc, il y a évidemment une hypocrisie, mais dont ils ne se sortiront jamais, sur le statut de l'embryon puis du fœtus in utero. Alors, le dire, je ne sais pas le sens de votre question, mais si c'est bon de dire que l'avortement est un meurtre, je ne suis pas sûr, dans la mesure où, en fait, eh bien, comme je vous le disais, les femmes qui avortent n'ont pas, en tout cas au moment où elles le font, l'impression de faire un meurtre, en tout cas certainement pas toutes. Et elles sont plutôt persuadées que c'est une intervention chirurgicale au même titre que se faire enlever une appendice. Voilà. Que l'embryon ne va pas souffrir, d'ailleurs on le voit dans le film. De fait, il y a un niveau de souffrance qui est variable selon la date de l'intervention, mais on voit évidemment que dans des films d'avortement, le bébé essaie d'éviter la canule, donc c'est terrible comme image, c'est presque insoutenable en fait pour certaines personnes. On peut pas mesurer sa souffrance. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, un mâle, enfin je veux dire, même si je donne une claque à quelqu'un et que je lui fais pas mal, ça reste une claque quoi. Donc on peut pas mesurer la densité morale d'un geste à la souffrance qu'il déclenche. Donc en fait, c'est complètement absurde. Mais pour finir de répondre à la question, voilà, moi en tout cas, dans mon langage, je disais que c'est un malheur, que c'était un mal nécessaire, et je préférais rejoindre les femmes dans leur souffrance et plutôt m'attaquer aux complices du deuxième cercle, à sa fois les mecs, les politiques, etc., plutôt que m'attaquer aux femmes en leur mettant devant, parce qu'en fait, je pense qu'en fait, elles le savent, voilà, qu'elles n'ont pas fait un truc GG. Voilà. Aujourd'hui, comment faire évoluer le débat et libérer la parole il faut avoir un discours intelligent sur l'avortement. Donc déjà, reconnaître qu'on puisse avoir le désir d'avorter, que c'est naturel. Qu'on puisse pleurer d'être enceinte, c'est naturel. Donc rejoindre d'abord dans un mouvement de compassion les femmes qui ont eu un avortement ou qui pourraient l'avoir. Et puis dans un deuxième temps, eh bien là, moi je pense que c'est notre stratégie qui est la bonne, des survivants, c'est de montrer que nous, on est vivants et qu'on avait une chance sur 5 de ne pas vivre et qu'en fait, certains d'entre nous, nos frères ou nos sœurs ont été avortés et en gros, il n'y a aucune raison que nous, on vive et que nos frères et sœurs aient pas eu la chance de vivre de quel droit. Donc du coup, je trouve que c'est un angle. Après, chacun avec votre créativité propre et votre personnalité propre de faire évoluer le débat. Mais il y a beaucoup d'arguments, en tout cas sur le site des survivants, pour ceux qui veulent vraiment travailler leur intelligence sur le sujet de l'IVG. Il y a une espèce de foire aux questions. Et en fait, il y a plein toutes les questions habituelles voilà, sont posées. Aujourd'hui, après, comment est-il possible que notre monde soit à ce point dans le déni de la gravité de ses actes? C'est un mystère, effectivement. C'est caché quand même, l'avortement, ça se fait pas au grand jour. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas. Deuxièmement, ouais, ça c'est une excellente question. Je suis pas sûr enfin, le déni, en fait, c'est un peu un phénomène qu'on peut avoir nous personnellement, mais qu'on peut avoir au niveau à l'échelle d'une société, quoi. Quand d'un seul coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand l'avortement est passé, il y avait vraiment, on était à un moment où en fait les femmes avaient beaucoup d'enfants, où elles maîtrisaient pas leur fécondité, il n'y avait pas du tout de contraception, ou en tout cas elle n'était pas efficace. Il y avait très peu aussi de méthodes naturelles qui étaient connues. Donc en fait, il faut bien comprendre que l'avortement, il est apparu comme une délivrance au moment où il y avait des femmes qui étaient épuisées, quoi, parce qu'en fait, elles enchaînaient 2 à 3 grossesses et qu'en plus, les logements n'avaient pas été refaits après la guerre, qu'il y avait une forme de pauvreté, quoi. On n'était pas du tout dans le succès économique des années 80. Et donc, du coup, en fait, dans ce moment-là, il y a même des chrétiens qui ont milité pour l'avortement parce qu'en fait, ils se disaient, mais c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Et donc, ces gens-là, au départ, ils ont perçu ça et puis, une fois qu'ils étaient embarqués dans le délire, après, ils pouvaient plus faire marche arrière. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu comme une pierre qui roule et puis qui peut plus s'arrêter parce qu'en fait, à partir du moment où elle s'arrête, elle est obligée de remonter au point de départ en disant mais où est-ce qu'on est allé? Donc, je pense qu'en fait, malheureusement, c'est un phénomène de société et qu'en fait, c'est vrai que c'est assez hallucinant en voyant ce film de voir à quel point Abby est dans le déni. Moi, j'avoue que j'ai du mal quand même
en tout cas filmographiquement parlant, a vraiment adhéré à ce déni-là en 8 ans, alors qu'en plus elle est portée dans un milieu chrétien. Mais je comprends le déni de la société française. Euh, voilà, l'avortement arrange tout le monde, entre guillemets, dans la mesure où on a la maîtrise du vivant et donc on a la maîtrise de l'avenir. Vous parlez de plateformes d'écoute, quelles sont-elles? Pouvez-vous les nommer? Oui, il y a SOS Bébé, qui est organisé par Alliance Vita. Il y a ivg.net, avec le corollaire qui a une page Facebook qui s'appelle IVG, vous hésitez, parlons-en. Il y a aussi Écoute IVG, qui est un troisième service d'écoute. Et puis après, il y a des femmes de la Vigne de Rachel ou d'autres organisations qui font plutôt de la consolation, qui accueillent les femmes. Plutôt pour parler. Et puis nous, on avait mis en place une plateforme qui s'appelait Parler de mon IVG, mais qui renvoyait en fait sur les services d'écoute que j'ai précédemment cités. Connaissez-vous des sessions qui sont faites pour aider les femmes qui vivent cette épreuve et pour les hommes? Donc pour les hommes, j'en connais pas. Pour les femmes, oui, il y a la Vigne de Rachel, il y a Agapé, je crois, ouais, Agapa, merde, je sais plus. En tout cas, vous pouvez vous renseigner, notamment auprès de Vita, ils vous diront les sessions qu'il y a. Mais oui, oui, il y a effectivement des femmes qui aident d'autres femmes à parler et à vivre un temps de réconciliation avec leur passé. Voilà. Et j'ai eu pas mal d'échanges. Voilà. Et puis donc les hommes non, les hommes c'est le gros silence absolu. Alors il y a Michel Hermanja qui a écrit Cet enfant qui m'a manqué, qui en fait sous la pression de ses beaux-parents et de ses parents, je crois, a poussé sa femme à avorter et puis évidemment l'a regretté après. Et c'est un homme qui est plein de douceur, qui était intervenu chez Sophie Flavant, je sais plus quoi, enfin une émission sur France 2. C'est quelqu'un qui a un discours très très ajusté sur la place de l'homme dans le sujet de l'avortement, mais je sais donc c'est un bon interlocuteur, mais je suis pas sûr qu'il monte des sessions. Comment comprendre la dureté d'un personnage comme Cheryl, la directrice du planning familial? Je la comprends pas. Je la comprends pas. Je pense que évidemment son personnage peut être un peu caricatural. Moi, je pense qu'elle est déconnectée du réel, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait très longtemps qu'elle fréquente plus des salles d'avortement, et en fait, elle est dans une espèce de course au business et elle est dans l'affirmation de soi. Donc, je pense qu'en fait, c'est une femme qui est carriériste et qui est très ambitieuse. Je pense que voilà. Je pense pas c'est une militante pour l'avortement. Voilà, je pense que surtout, elle milite pour son propre business. Est-on effectivement capté dans une spirale infernale au planning, impossible de faire marche arrière? Si, il y aura une marche arrière, c'est qu'en fan, on se lasse. Vous savez, il y a une phrase, c'est à chaque péché, Dieu a prévu une délivrance. Prier pour que le terme arrive. Hein. Je pense que les femmes en auront marre d'avorter, hein, comme elles en ont marre de prendre de la pilule à la place des mecs en ce moment. Donc non, moi je suis très confiant. Je pense que notamment quand il y aura un climat un peu plus d'insécurité en France, les femmes garderont leurs enfants parce qu'elles se sentent plus fortes à deux que tout seules. Là, on est dans un confort un peu bourgeois avec la capacité pour chaque femme de se projeter dans la vie. Chaque femme quand même doit faire face à une espèce de pression à la production, pression à la carrière, pression à la représentativité sociale. Les femmes sont pas tendres entre elles, donc forcément, pour l'instant, en fait, l'avortement est encore perçu comme un moyen d'émancipation, mais tout ça va changer au même titre qu'on n'a plus envie de manger des carottes OGM ou des choses comme ça. On aura bientôt plus envie d'avorter. En tout cas, c'est la prière qu'il y a dans mon cœur. La proposition de loi sur la suppression de la clause de confiance, ça passera. Je pense qu'en fait, la clause de conscience ne s'exerce pas que sur l'avortement. Donc en fait, la difficulté qu'ils ont, ils veulent faire péter cette clause de conscience. Le problème, c'est qu'ils doivent la faire péter pour d'autres sujets sur lesquels des médecins qui sont favorables à l'avortement seraient opposés par contre sur d'autres sujets. Donc je pense qu'on est à l'abri. En revanche, quand on voit que là, il y a un projet d'amendement qui autorise l'intervention médicale de grossesse, donc du coup jusqu'à 9 mois, en invoquant simplement un cas de détresse psychosociale et qu'on sait que cette décision-là, elle est dans la main de 2 à 3 médecins, puisqu'en fait, ils sont tenus de se réunir pour porter une demande d'IMG
et c'est eux qui décident s'ils y accèdent ou pas, eh bien, évidemment, je pense pas qu'il y aura beaucoup de médecins qui voudront faire des avortements comme c'est décrit dans le film, à savoir avec naissance partielle ou même injection dans le cœur d'un enfant, puis après naissance, provoquer des contractions à naissance, parce que c'est quand même quelque chose de très dur à vivre, même pour un médecin. En revanche, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite pour avorter et qu'en gros, il y aura des avortements évidemment à 3 mois, à 4 mois, si cet amendement passe. Donc, c'est surtout le danger. C'est moins la clause de conscience que ce foutu amendement-là qui n'a pas encore été ratifié par le Conseil d'éthique et par l'Assemblée en deuxième lecture. Mais s'il passe, on se retrouve comme l'État de New York à pouvoir avorter quand on veut, quoi. Donc, c'est pour le coup l'infanticide généralisé, quoi. Voilà. Film bouleversant, ok. J'ai l'impression que le débat sur l'IVG ne permet qu'une position bipolaire, comme on expliqua sur un sujet si complet ou si compliqué, je pense. Non, justement, j'espère que mon intervention, elle a contribué à justement vous montrer une troisième voie, quoi. C'est-à-dire une voie qui dit l'avortement existera toujours, et le meilleur IVG est celui qu'on évite. Au même titre que le suicide, la drogue, la guerre. C'est un défi de société et ça sera toujours un défi de société. Que peut-on faire concrètement pour lutter contre l'avortement en France? Alors, j'ai déjà répondu. Penses-tu que la jeunesse aujourd'hui est prête à s'engager publiquement face aux pressions de notre environnement? Non. Non, malheureusement, je pense que la jeunesse ne travaille pas sa liberté. Qu'il y a, en tout cas dans les milieux catholiques, un phénomène bourgeois qui fait qu'en fait, il faut pas faire de vagues et il faut surtout faire plaisir à papa en faisant des bonnes études et en se mariant bien, etc. Et c'est malheureusement un peu lamentable. Moi, je suis pas du tout un jeuniste ou quelqu'un qui place son espoir dans la jeunesse, mais plutôt dans la maturité, justement, parce que c'est la vie qui fait que, voilà, je pense pas que, en tout cas, la jeunesse, elle est très embourgeoisée, la jeunesse chrétienne, et elle n'a pas du tout cette radicalité, parce qu'en fait, elle est encore trop riche. Voilà. Je pense qu'elle a trop à perdre socialement pour véritablement prendre le risque. Une chose que je peux vous dire, c'est que quand on s'engage contre l'avortement, il faut le faire à fond ou pas du tout. Je parle politiquement comme moi je l'ai fait. Quand on s'engage à fond, on a plein d'amis, on a l'égard même de gens qui sont pour l'avortement, mais qui vous respectent. Donc ça se passe très très bien. S'il y a des jeunes qui m'écoutent, faut y aller. J'ai une agence de 20 personnes et tout va bien pour moi, alors que j'ai milité, quoi. Il y a toujours des métiers que nous, catholiques, ne pouvons plus faire dans le social et médical. Alors, il y a des sages-femmes qui passent entre les gouttes. C'est vrai que des infirmières puéricultrices ou en obstétrie, chirurgie obstétrie, c'est sûr que c'est compliqué. Maintenant, moi, je peux vous donner des contre-témoignages des femmes qui sont dans des services où pratiquent des avortements et n'en pratiquent pas. C'est possible, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est la pression, quoi. Et bravo Émile pour ce que vous faites, c'est énorme. Merci beaucoup. Le projet de loi en discussion sur le passage de 12 à 14 semaines de délai va-t-il relancer le débat? Comme je le disais, ce projet de loi est totalement effacé par un amendement totalement bien pire, puisque en fait, alors pseudo centré sur l'IMG, non pas l'IVG, mais l'IMG, l'intervention médicale de grossesse est un avortement. Donc à partir du moment où on considère que pour des raisons de détresse, on pourrait le pratiquer jusqu'à 9 mois, la question des 12 et 14 semaines est vraiment anecdotique, quoi. Ce film est trop violent pour le montrer à nos jeunes ados, c'est dommage, car c'est eux qu'il faut sensibiliser. Oui, alors la jeunesse, la jeunesse peut encaisser, hein. Je pense que la jeunesse regarde des trucs bien plus gore que Unplan, hein. Donc non, je pense pas que bon, évidemment pas des pré-ados, hein, mais des ados, vous pouvez leur montrer, je pense, hein, ils ont vu des trucs bien plus violents. Et je pense que les jeunes, au contraire, on peut leur montrer ce film-là parce que justement, ils sont pas encore marqués. Une femme qui a connu un avortement, c'est sûr que, bon, de toute façon, je pense qu'elle quitte la salle très très rapidement. Et je suis même pas sûr que ça soit très productif. En revanche, pour un jeune blanc-bec qui effectivement ne sait rien de ce qu'est l'avortement, bon, oui, ça peut être intéressant au contraire. Penses-tu que l'on peut conseiller ce film à n'importe qui? Bah non, ouais, donc ça. Non, je pense qu'il faut être assez délicat. Je pense qu'il faut le promouvoir tacitement et laisser les gens tomber dessus et soit le continuer, soit le quitter. Je pense que c'est comme ça que je ferai. Si vous voulez un film que vous pouvez recommander à n'importe qui, c'est Keeper. K-2-E-P-E-R, comme Les Gardiens. C'est un film qui s'intéresse à les questions sociologiques autour de l'IVG plus que l'acte chirurgical en lui-même. Moi, c'est un film qui m'a ému énormément et puis alors qui est d'une finesse hallucinante. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous spoil pas le film.
Pensez-vous qu'une discussion apaisée dans l'espace public est possible avec des gens connaisseurs et de bonne foi? Non, parce qu'en fait, les médias veulent des gens qui sont opposés, parce qu'en fait, ça crée de l'audimat et puis surtout, c'est très difficile d'avoir des gens qui étaient mesurés. En tout cas, moi, c'est sûr que c'est difficile d'avoir un débat apaisé sur un sujet aussi violent. En tout cas, moi, j'ai eu peut-être, allez, en 50 interviews, peut-être 2 ou 3 interviews de gens vraiment sincères. Et je vais vous dire à la fin, parce que c'est intéressant, à la fin, ça se finit par mais oui, mais si je veux vraiment avorter, voilà. Et ben là, on est face à la liberté humaine et là, on peut rien faire. Dire bah ouais, je peux pas t'empêcher d'avorter, même illégalement, pas illégalement, si c'est plus fort que moi. Et donc du coup, bah voilà, c'est la fin de la discussion. Mais mais sinon, c'est quand même très très rare d'avoir des débats apaisés. Oui, mais on peut les apaiser et puis il faut le faire quoi. Sur le site de Sage, dossier pédagogique qui permet d'aller plus loin. Oui, alors effectivement, il y a un dossier pédagogique qui permet d'aller plus loin effectivement sur le site de Sage. Sur le thème de la démission des hommes, pour les hommes, il y a Optimum. Ouais, alors c'est vrai, il y a Au cœur des hommes et Optimum, mais bon, c'est quand même des gars. Enfin bon, moi en tout cas, je trouve que c'est quand même très ciblé pour des cathos et en plus, ça aborde vraiment la question de la masculinité en général et de l'âme masculine et c'est pas véritablement centré sur l'IVG. Donc pour des hommes qui culpabilisent, moi j'ai croisé un homme dont évidemment je peux pas dire le nom, mais qui en plus était très célèbre et qui culpabilisait d'avoir fait avorter une femme qu'il n'arrivait plus à récupérer depuis parce qu'elle l'avait quitté. Putain, ouais, la souffrance d'un homme peut être abyssale quand il réalise ce qu'il a fait, mais malheureusement c'est très rare. Voilà. En tout cas, je le vois beaucoup moins évidemment. Comment se fait-il que l'on voit que les catholiques sur le front anti-IVG? Bah là, en ce moment, il y a pas mal de gens comme Michel Onfray, comme ou des gens, voilà, anticapitalistes qui commencent à se dire mais attends mais c'est quoi ce délire là est-ce que maintenant on peut avorter jusqu'à 9 mois, ça a quand même fait lever pas mal d'intellectuels. Donc non, il n'y a pas que les catholiques, mais c'est vrai que on a une capacité à militer pour autre chose que nos intérêts versus d'autres communautés et puis bon voilà, on est le sel de la terre, donc en gros c'est notre job d'être présent quoi. Mais par contre arrêtons de penser que c'est pas que le fait qu'on soit catholique nous disqualifie, ça aussi j'en peux plus de ça. Être catholique c'est un gage de liberté, c'est un gage de sagesse, c'est un gage de joie, c'est un gage d'intelligence parce qu'on vit du Christ. Donc en gros commencer à considérer que le fait d'être catholique vous discrédite, c'est un mythe. Au contraire, il faut oser dire qu'on est catholique et que au titre et que en fait, mais parler évidemment intelligemment de l'IVG par ailleurs et non, ne pas parler que que dans des termes religieux. Mais il y a quand même une réalité, c'est qu'il n'y a pas de grands hommes ou de grandes femmes dans l'histoire qui ne soient pas religieux, quoi. Ça n'existe pas. Les gens qui croient pas que l'homme il est promis à quelque chose de plus grand que sa propre condition. Des hommes qui n'ont pas relié les uns aux autres n'ont pas marqué l'histoire, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Hein. Féliciter et remercier Émile, force, quel Cro-Magnon, humilité et douceur, un prophète selon le cœur de Dieu. Bah, c'est bon pour la confiance en tout cas. Merci beaucoup Émile. On peut couper la discussion si ça te va. Bon, eh bien écoutez, je vous salue. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous ne ferez pas trop de cauchemars. J'espère que vous m'avez bien entendu. J'espère que je veux bien aussi que vous fassiez vos retours en disant est-ce que c'était intelligent ce que je racontais, est-ce que c'était utile, voilà. Parce qu'en fait je suis un peu à tâtons. C'est la première séance que j'anime. Je crois que animerai 2 autres. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne nuit et, et à bientôt.